sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée dans un live exceptionnel, un live en direct à Menton. Et on est exactement, on vous l'a annoncé déjà depuis quelques semaines, nous sommes ici Paléozonia, place du Paléozonia, chez Puro Piacere, le glacier, avec toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Pour eux aussi c'est une première. Salut Mika, le micro. Bonsoir à tous. Voilà, on va se le passer bien sûr. Thierry qui m'accompagne comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Notre cher Nathan. Bonsoir, comment vous allez? Et puis bien sûr le rugbyman de l'étape. Ce soir on va pas parler rugby, mais il est quand même là avec nous, c'est JB. Salut JB. On va parler rugby quand même, top 14. Voilà. Il y a des choses à dire effectivement rugby. C'est la première d'une série d'émissions, puisque vous savez que tout au long de l'été on va être ensemble jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques vont se terminer le 11 août et on sera avec vous jusqu'au 11 août tous les lundis en direct d'endroits différents. On vous donnera tout à l'heure les endroits où on pourra nous retrouver bien sûr, mais tout de suite on démarre. On va faire, avant de parler de l'Euro, parce que vous avez tous vu, on est en bleu blanc rouge, on a au moins tous quelque chose de bleu blanc rouge, et il y en a deux qui sont très assis du football, c'est Mika et moi, parce que nous on a le maillot de l'équipe de France avec les deux étoiles. Moi je suis en bleu blanc rouge. Ouais, toi c'est du Calvin C'est Klein, du bleu alors, foncé, donc, du blanc clair et du rouge carmin. Écoute, Ah. c'est toi qui vas démarrer, puisque tu voulais faire un petit retour avant qu'on parle Euro, tu voulais faire un petit retour sur le tennis avec Roland Garros, puis comme d'habitude t'aimes bien nous mettre des titres exceptionnels sur tes chroniques. Mais d'ailleurs je crois que je voulais en parler juste pour le titre en fait. Pour avoir emprisonné Zverev dans son jeu, Zverev, pardon, dans son jeu, Carlos est devenu Alcatraz. C'est ça. Voilà. Ah oui. Beau, ça. Pas mal celui-ci. Ah ben... on se lâche, hein, qu'est-ce que vous voulez dire. Oui, non, alors. non, c'était juste pour signaler que ce jeune joueur de 21 ans, qui en est à son 3e grand chelem, va certainement marquer l'histoire du tennis. Bon, il commence à peine, mais je crois quand même qu'il a déjà de belles garanties. Il a fait un match exceptionnel, et justement, quand je dis qu'il a emprisonné Zverev, parce que Zverev était beaucoup mieux parti que lui, même s'il avait perdu le premier set. Il avait gagné les deux suivants, et on voyait mal comment il allait s'en sortir. Il a commencé à lui mettre des balles très très hautes, et finalement, il a complètement emprisonné pour devenir le Carlos Alcatraz, qui a gagné en 5-7, et les deux derniers, 6-1, 6-2 quand même. Ça se passe de commentaires. Voilà, bing boum, tu peux envoyer la seconde. Oui, on a une petite question. Quand tu fais comment pour mettre ces titres-là? Ça vient naturellement. Quand on veut faire de l'humour, il faut que ça flash tout de suite. Okay. Si tu réfléchis trop, c'est pas bon. T'es le poète que tu penses être quand même. C'est beau. Je sais pas, c'est le poète de l'équipe, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ah bah, Ouais, c'est un métier. Je suis auteur-compositeur depuis des années. Alors... Si, on C'est comme t'entend, ça, vas-y. hein. Vas-y, parle. C'est le poète. On va te monter un petit peu ton micro, parce que peut-être que tu parles un petit peu trop doucement. C'est pas grave. On aborde aussi le basket, puisque Coco... Alors, non, on peut pas dire Cocorico, pardon. C'est Monaco. Non. C'est Monaco. Alors là, donc tu peux lire le titre déjà. Alors le titre, ouais. Pour avoir heurté le rocher un peu trop violemment, Paris Basket s'est cassé les dents contre la Roca Team. Oui, alors j'explique, parce qu'effectivement, donc malheureusement, Monaco a été éliminé, vous le savez, en play-off de la Coupe de l'Euroleague. Par contre, ils se sont bien, on les attendait au minimum sur le championnat de France qu'ils avaient survolé pendant toute la saison. Et en fait, ils ont quand même... Alors, le premier match, puisque ça se passe au meilleur des 5 matchs, le premier match, ils avaient gagné très facilement. Ils ont été complètement démobilisés lors du deuxième, avec un arbitrage très discutable. On pourrait revenir là-dessus encore. Et en fait, ils ont été donc faire les 2 autres matchs, parce qu'ils avaient perdu l'avantage du parquet à Paris. Et là, ils ont gagné de manière exceptionnelle. Plus de 20 points d'avance sur le premier match et 39 points d'avance sur le dernier match qui a sacré la finale. Donc on peut dire que Paris s'est heurté sur le rocher de Monaco et ça fait très très mal. Donc, alors je tenais à dire aussi un truc, parce que je ne sais pas si vous voyez ça, c'est une casquette de la Roca Team qui a été dédicacée par toute une série
de joueurs de Monaco, Elio Kobo, Jordan Lloyd, Qu'est-ce que tu leur as fait en etc. échange? Ça, c'est le maillot qui a été dédicacé par Donatas Monteyunas et qui sera signé par tous les membres de la nouvelle équipe pour l'année prochaine. Parce que, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Terranova, dont je suis le maître d'œuvre, n'est-ce pas, a été sacrée fan numéro 1 de la Roca Team pour la saison 2024. Wow. Voilà. Alors que je vous explique comment ça s'est passé, c'est incroyable. Je n'étais pas là. Comment ça se passe? Non, même pas. J'étais en vacances avec ma femme sur Venise pendant la semaine. Donc ma fille a été pour la réception des joueurs. Ils ont fait ça dans le gymnase. Et donc il y avait à peu près 2 ou 3 000 personnes. Ils ont payé l'apéritif, n'est-ce pas, le champagne et tout ça, à tous les abonnés. Voilà. Et ensuite, ils ont dit on va récompenser des abonnés très fidèles. Alors, ils ont cité une dizaine de noms. Les gens sont descendus sur le parquet. C'était Ferxel que nous avons accueilli dans l'émission, qui animait tout ça, comme d'habitude, la voix de la Roca Team. Et puis, il a laissé un petit blanc. Il a dit une mention spéciale quand même à une famille qui a été là du début jusqu'à la fin. Et à la surprise générale, Thierry, Nadège et Candice Terranova. Comme ma fille était la seule représentante, donc elle est descendue. Donc, les joueurs lui ont fait la bise. Enfin, ça a été magnifique, quoi, je veux dire. Et on a retrouvé ma fille, donc, qui mesure 1m50, à côté de Donatas Monteyunas, qui fait 2m13. C'est-à-dire qu'elle peut lui passer sous les jambes sans même se baisser. C'était juste exceptionnel. Voilà. Donc, je suis content. On est fan Voilà, numéro 1. on va dire que tu es content. Ah, je suis content, oui, tu peux l'envoyer, tu l'as pas là? Je l'ai pas là, je crois pas. Voilà, Je crois si pas. tu Il l'as me pas, semble pas. Non, j'ai pas le jingle. Voilà. Eh ben, écoute, Et je tiens également, juste une petite aparté puisqu'on est entre nous, juste pour dire qu'on s'est souvent moqué de ma fille quand on parlait du tir à l'arc, mais je tiens quand même, les résultats sont tombés sur la saison donc 2023-2024. Il y a Elodie Paoli qui est donc dans la catégorie arc à poulie senior et ma fille. Respectivement, donc Elodie Paoli doit être entre 15 ou 16e, je crois, je n'ai pas la confirmation exacte, sur 80. À l'échelle nationale, je parle quand même. Et ma fille est donc 25e sur 80 à l'échelle nationale. Alors, les donc, amis, vous pouvez rigoler si vous voulez, mais chez les Terranova, c'est l'histoire de sport. Quand même, alors, les amis, c'est du vrai direct. Regardez ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit qu'on était chez Puro Piacere. On est servi en direct. À mon avis, il y a ici. 292 personnes qui arrivent. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous êtes en train de nous suivre sur le live. Il y a Julien Maldinez, Laetitia. Merci. Voilà, vous êtes plusieurs. Il y a aussi Diego, vous êtes connectés. Venez nous rejoindre Alexandre, ici. On vous l'a dit, Emeric, on est les en goats. direct. Coucou on les est gars. chez Puro Piacere à Menton. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui viendront nous rejoindre auront de la glace gratuitement. Voilà, ce soir, venez déguster les glaces gratuitement avec nous pendant l'émission qui est en direct. On est ensemble jusqu'à 20h. Et tout de suite, on va parler euro. Merci. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Alors le foot, comme il dit si bien dans la chanson, qu'est-ce qu'on attend pour être euro? Voilà, c'est parti. C'est une chanson d'orchestre ça les fait rire. de Réventura. Ça les fait rire. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et oui, c'est parti, effectivement, c'est parti. Vendredi soir, avec le match, premier match, c'était l'Allemagne qui reçoit, bien sûr. On rappelle que c'est l'Allemagne qui reçoit cet Euro 2024. Premier match contre l'Écosse. Alors, où ils ont fait très fort, où l'Écosse était faible. Voilà, votre avis personnel, les amis, pendant que vous êtes en train de déguster cette Alors, glace. l'Allemagne, Mon cher faut le Nathan. dire, ils étaient galvanisés par leur public. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais j'ai trouvé l'Allemagne très solide que ce soit en attaque, en défense, au milieu. C'était vraiment une équipe solide et qui est surtout très dense, on va dire, très homogène, avec des cadres à tous les postes. Et je les sens bien aller au bout, l'Allemagne, j'aurais dit. Moi, je les vois bien aller très loin dans cette compétition. Et Non, Jamal ouais. Musiala, exceptionnel, moi, j'adore. Oui, on va quand même attendre le deuxième match. Puis c'est vrai que sur le premier, on peut rien leur reprocher. 5-1, quand ça se passe de commentaires, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est l'Allemagne, il faudra faire avec. En plus, ils sont chez eux, donc c'est toujours On un va avantage. demander, comme on est en direct, on va demander à notre glacier s'il peut juste un petit peu remonter encore le store parce qu'on est dans le noir, nous on ne voit pas, on est dans l'ombre, donc les auditeurs ne nous voient pas. Et comme je le disais, j'aurais dû lancer aussi 3 ans après un dernier championnat d'Europe disputé dans pas moins de 11 pays, rappelez-vous, c'était en 2021. Cause Covid. L'Euro 2024 se joue donc cette fois uniquement en Allemagne, à domicile, la sélection 4 fois championne du monde. Est-ce que vous pouvez me donner les dates de l'Allemagne championne du monde? Est-ce que vous en rappelez? Alors, Qui est capable de me donner les dates de... 94 Alors, 1954, Ouais. 1974, 1990 90. et 2014. Voilà, championne du monde l'Allemagne. Vous vous en rappelez? Ah, championne du monde, 3 oui. fois championne d'Europe, 1972, 1980 et 1996. Et voilà, elle fait effectivement partie des favoris. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils seraient sur 2 compétitions où ils sont passés complètement au travers, hein, l'Allemagne, parce qu'ils se sont fait sortir en poule de la dernière Coupe du Monde et du dernier Euro. Donc en même temps, c'est un peu un devoir pour eux, je pense, d'être performants sur cet Euro. Et en plus, ils ont un domicile.
Après, je trouve que les circonstances du match a fait qu'ils ont ouvert le score tôt. L'Écosse a pris un carton rouge à la 43e. Donc je pense que ça a un peu aidé les circonstances. Mais après, ils font un match très costaud, mais reste à confirmer. Et l'Espagne aussi. L'Espagne aussi, solide adversaire. Guy Stéphane qui nous avait confié à notre micro qu'il avait peur de l'Allemagne, de l'Espagne notamment. Ça se confirme. Et je les vois bien aller au bout. Bon, la France ce soir va entrer en lice. Elle va montrer quoi elle est capable à mon avis. Mais c'est vrai qu'on va avoir un joli dernier carré, j'espère. Ah, l'Espagne, c'est une équipe jeune. Une équipe jeune. Et déjà, la dernière Euro, ils avaient une équipe très jeune. Je pense que l'Espagne sera au rendez-vous aussi. Alors on va rappeler les groupes de cet Euro pour tout le monde, que tout le monde se rappelle les groupes. Groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Le groupe B, on retrouvera l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Le groupe C, la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Le groupe D, le groupe qui concerne la France, avec c'est bien parce que moi je parle et puis ils sont tranquilles en train de manger leur glace. Si ça c'est du direct à l'extérieur, c'est bien. Le groupe D donc qui concerne la France avec la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Le groupe E, la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie, l'Ukraine. Et le groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal et Tchéquie. Voilà, donc on a les groupes. On sait que déjà les groupes A, B et C donc ont joué 2 matchs. On va y revenir sur les résultats. Ils ont tous joué 2 matchs. Allez, go. Je suis à Menton. Oui, mon cher. Ils ont joué 2 matchs. Donc là, on va un petit peu revenir sur les résultats de tous ces matchs. Alors, mon cher, tu as les résultats sous les yeux, je pense. Voilà, tu vas pouvoir nous les annoncer. Puis on va un petit peu revenir sur ce qu'on en a pensé tous. Sur ces... Est-ce que tu as suivi les matchs, mon cher Jean-Baptiste ? Un petit peu. Un petit peu, super. Moi, j'ai regardé Italie-Albanie. Et je dois dire que s'il y a match nul, il n'y a rien à dire au final. Les Albanais ont commencé très fort en marquant dans les 30 premières secondes. Alors attention, parce que celui qui nous reçoit est supporter de l'Italie, donc on va pas essayer de le fâcher dès le départ. Ah, mais on n'est pas là pour le fâcher, on est juste là pour dire ce qui est vrai. C'est tout. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, premier match, Allemagne-Écosse, on a été assez surpris par l'Allemagne. Je la trouvais pas, moi, personnellement, aussi dominante. Je pensais pas qu'elle allait être aussi dominante. Ben oui, ils ont déroulé, ils ont déroulé leur football. Ils sont chez eux. Je veux dire, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Donc l'Allemagne, tu joues jamais un match facile contre l'Allemagne, jamais, quoi qu'il arrive. Donc là, ils sont partis. Bon, c'est vrai que l'Écosse, c'était peut-être pas l'équipe non plus la plus fantastique qu'on ait eue, mais bon, s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. 5-1, c'est lourd quand même. Donc c'est sûr que ça marque les esprits. J'aimerais autant que la France puisse commencer de la même manière, parce que les gros apparemment sont là. On a vu l'Espagne de son côté. On va se garder le morceau de la France pour tout à l'heure. Voilà, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, 5-1. Et puis, excuse-moi Nathan, je vais juste noter que le dernier match où la France a affronté l'Allemagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Allemagne a été très 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 costaud. Oui. Enfin, un match très très plein. Ils avaient marqué un but dans les 30 premières secondes, je crois. Et ils nous avaient battus tout simplement. Alors qu'ils étaient dans leur phase faible, je me rappelle, c'était en début d'année, il me semble, en début d'année 2023. Mais par contre, le dernier affrontement entre la France et l'Allemagne à l'Euro, c'était une super victoire de la France en 2016, chez nous, avec un doublé de Griezmann, qui arrive encore dans de superbes conditions, parce qu'il a fait une super saison pleine avec l'Atlético. Mais c'est vrai que France-Allemagne, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un des plus gros chocs européens. Et on a hâte de voir ça, parce que je pense qu'on aura droit à ce match. Il faudrait juste que les circonstances puissent faire en sorte qu'on se rencontre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner à partir des quarts de finale. Alors je fais un petit retour pour ceux qui sont en train de nous suivre, bien sûr, et je vous rappelle qu'on est en live Facebook. Venez nous rejoindre ici, Palais Ausonia, avenue Boyer, donc chez le glacier Puro Piacere. Et si vous voulez venir goûter gratuitement les glaces, c'est le moment, puisque voilà, aujourd'hui c'est la petite surprise qu'il avait annoncée. Tous les gens qui viennent nous rejoindre, qui viennent assister à l'émission, auront droit à leur petite glace de dégustation. On a noté qu'elle est très bonne. On a noté qu'elle est très bonne. Voilà. Moi j'ai eu citron, vous avez eu? Moi aussi. Citron, on a eu citron. Vanille. Citron de Menton. On commence la troisième mi-temps avant le début du match. Voilà, c'est ça qui est bien. La troisième mi-temps. Au rugby, vous faites pas ça, vous c'est après. De quoi, la troisième mi-temps? Ah, c'est toujours après le match, oui, c'est sûr. Après le match. Nous, on l'a fait avant, ça change. Alors, on reviendra tout à l'heure aussi sur le petit concours de pronostics qu'on a lancé entre animateurs, puisque là, on a effectivement le trophée qui reviendra à l'animateur qui aura donné les meilleurs résultats. On va en parler tout à l'heure. Et là, on va revenir sur Hongrie-Suisse. Alors, Hongrie-Suisse, personnellement, j'avais donné le bon résultat. C'est vrai? Oui, 3-1 donc pour la Suisse.
Qui a regardé ce match? Non, mais moi à 2, Alors, j'avais qui le bon regarde ce match? score et à Moi, la j'ai- 94e, je dis ils ont qui a marqué. regardé ce match parce que c'est vrai, alors je sais pas, ça va être mon petit coup de gueule, c'est que maintenant pour regarder un Euro, t'as pratiquement plus de match, il faut être abonné ou à Canal+, ou à Bein, à toutes ces chaînes. Je te rejoins, mais c'est pareil maintenant malheureusement pour Roland Garros qui avant passait sur France Télé, maintenant ça passe Prime sur Video. Prime Video. Et là il y a quand même encore le match du soir à 21h qui passe sur les chaînes publiques. Donc voilà, pour les fans de football, c'est décevant, quoi. Ouais, mais en revanche, la Suisse, qui a pu compter sur un Bril Mbolo qui est de retour en force, qui s'est fait les croisés avec Monaco et qui a loupé quasiment l'intégralité de la saison. Il est ligament croisé, donc c'était une Donc on peut terrible dire qu'il est nouvelle. parti en croisade alors. Et il est parti en croisade, effectivement. Mais là, avec la Suisse, il a marqué. Il est content. Il a été très bon. Et cette équipe de Suisse, c'est le bourreau de la France, notre chat noir qui nous avait éliminé en 2021 et qui là a su montrer quand même de belles choses contre la Hongrie. Donc ça laisse présager, à mon avis, peut-être une qualif pour les huitièmes. Alors pour ceux qui ont vu le match, Avec 3 points, C'est quasiment qualifié. l'équipe est hein. déjà quasiment qualifiée. hein. c'est-à-dire que quand tu as 3 points, tu es Eh ben, il y a 6 groupes, les 2 Oui. premiers sont qualifiés et les 4 meilleurs 4 meilleurs troisièmes. troisièmes, on va Donc, rappeler les avec 3 4 points meilleurs normalement. troisièmes. Et la Suisse qui peut aussi compter sur un Granit Xhaka qui a été étincelant cette année avec Leverkusen. Vrai tollé de cette équipe qui a été quasiment invaincu cette saison. Et Xhaka qui est un vrai meneur d'hommes, et je pense qu'ils vont vraiment se qualifier en huitième. Mais ils peuvent mieux poser debout. problème à beaucoup d'équipes. Oui, les Hongrois un petit peu en dedans quand même, hein. C'est Alors, compliqué pour eux là hein, d'entrer. hein. Ouais, les Hongrois, mais bon, contre la Suisse, je la voyais bien. Moi, personnellement, je voyais. En fin de compte, on sait. Alors, sur notre petit concours de pronostics, Ouais, on le croit pas. On peut presque dire d'ailleurs que ça a été une journée noire pour la Hongrie. Pour la Hongrie Parce qu'en fait, ils sont pas noirs, ils étaient déjà en gris. d'accord. Hein. Oh là. Bon, voilà. Voilà, il va nous- alors, chers auditeurs, J'en ai marre. spectateurs, sachez qu'il va nous en faire pendant toute l'émission. Je C'est sa cherche, je spécialité, c'est vrai, il cherche. Pendant tout l'euro, on va y avoir pendant Non, tout. je suis à la limite de l'insolation, donc ça risque d'être Ouais, terrible. hein. voilà. Je le dis tout de suite. Alors oui, fraude, on est en Thierry. plein soleil. Ça alors, commence à me on va taper pas sur pleurer la- les amis, sur on est la en plein calvasse. soleil. On aurait pu être avec la pluie. Hein, ce Oui, matin, c'était toi mal qui avais dit ça, annoncé, non mais on est en plein soleil. Il y avait toi, hein. On va parler du match Espagne-Croatie. Pareil, l'Espagne qui est. Plus beau match depuis le début de la compétition. Je suis quasiment Alors c'est sûr. bien parce qu'il y en a certains, on les a vus, on les a pas tous vus. On fait une émission Moi, j'en ai sport, vu mais on n'a qu'un. pas vu tous les matchs. Mais heureusement qu'à toi, tu les as suivis. Ouais, Espagne-Croatie. Moi j'étais un peu déçu des Croates sur le match. Je m'attendais à un match plus C'est accroché vrai pour que, eux. je sais pas si vous êtes d'accord, mais les Croates, c'est une équipe qui est souvent sous-estimée avant les compétitions. Parce qu'ils ont évidemment Luka Modric qui est l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Mais on va dire qu'ils n'ont pas une équipe avec des grands noms. Pourtant, ils ont un collectif et quand même des figures marquantes. Leur gardien, Livakovic, énorme. Ils ont toujours une équipe homogène avec des attaquants cliniques, une super défense. Bon là, par contre, Gvardiol, c'est pas les dessous sur le match. Lamine Yamal qui lui a mis le feu, alors qu'il est même pas majeur. Il part à l'acrobranche demain. Il a même pas encore passé le bac il a fracassé Gvardiol. Mais là, l'Espagne, le collectif, c'était magnifique qu'ils ont proposé. Avec C'est une chaud, équipe très très jeune, hein. Vraiment, c'est une équipe très jeune en devenir. Moi, ils me font un peu peur les Espagnols. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Alors, l'Espagne font très peur. On va arriver au cas italien. Italie-Albanie. 2-1 pour l'Italie qui prend un but dans les 20 premières secondes. C'est même pas un C'était- but de casquette, c'est une énorme bourde du Ouais, une grosse faute de latéral défense. gauche, là. Ouais. À noter que c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. hein. C'est Di Marco. Di Marco, le latéral de l'Inter de Milan, qui fait cette grossière erreur sur la touche, qui l'envoie à personne, à vrai dire. Et donc, Ah, parce qu'il était pas tout fait quand même, il a fallu qu'il non, élimine oui, il a plus ou fallu moins qu'il mette le ballon le parfait. défenseur, il a Ouais. mis une mine sur la transversale. Alors que Benjamin marque. on va accueillir notre hôte, Maxime. On va accueillir notre hôte puisqu'on est sur la partie Italie-Albanie. Donc il va nous donner un petit peu son avis. Viens nous rejoindre, Maxime, puisque c'est toi qui nous accueille aujourd'hui. Donc merci déjà de nous accueillir. Ça fait Bonsoir à plaisir. tous. Et puis en plus, on est sur les Ordinateur de plâtres boxe, les puisque amis. c'est la première fois qu'on fait une émission en extérieur comme ça, 100% sport. On avait lancé le concept, l'idée il y a 2 mois et tu t'es proposé donc de nous recevoir en premier. C'est très gentil de ta part. Puis en plus, on est sachant qu'on est bien reçu et qu'après tu as prévu aussi de continuer à bien nous recevoir pour la 3e mi-temps. En tout cas, l'Italie, Albanie, t'as serré les fesses ou pas? Alors attends, son micro, est-ce qu'il est bien ouvert? Est-ce que vous n'avez pas appuyé sur le bouton? Voilà, je regarde parce que je n'ai pas eu l'impression de l'avoir entendu. Oui, il faut qu'il parle bien dans le micro. Donc, tu n'as pas Donc, serré je les disais- fesses? Non, honnêtement, non, j'ai pas serré les fesses. L'Italie, on connaît les qualités, on connaît les quelques défauts, mais on connaît surtout les qualités. Et puis, quoi qu'il en soit, ils sont toujours là. Alors- Donc, c'est un premier match, c'est une rentrée dans un tournoi. Enfin, c'est une équipe qui était quand même
qui s'est qualifié, hein, donc qui justifie sa présence. Alors, toi qui suis l'équipe d'Italie un peu plus que nous, puisque tu es supporter de l'Italie, tu la trouves comment depuis parce qu'on rappelle quand même qu'elle a raté quand même deux événements majeurs, hein, 2 Coupes du Monde si je ne me trompe pas. Hein. Oui, donc, tout dépend de quel côté on se met. Moi, je vous rappelle qu'elle est championne d'Europe en titre. Alors moi, je me mets du côté que je suis pas pour l'Italie, donc. Ah. C'est vrai. Après, c'est vrai que l'Italie est champion en titre et arrive dans la peau de favori. Bof, hein. C'est justement, ils sont champions, mais ils n'arrivent pas du tout dans la peau de favori. Non, en fait, pas du tout, mais c'est pas toujours ceux qui arrivent dans la peau de favori qui sont champions. C'est vrai. Il y a 4 ans, ils n'étaient pas dans la peau de favori non plus. Et voilà. Et puis bon, l'Italie, ça sera toujours difficile de les jouer. C'est pas un football spectaculaire, quoi qu'il en soit, on le sait. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours une remarque, c'est que la France joue bien depuis que ces joueurs ont été joués en Italie, qu'ils ont appris à jouer comme les Italiens. Et là, depuis, on joue un peu mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que le championnat anglais, c'est le championnat que tout le monde veut voir et c'est les grands matchs. Mais il ne faut pas oublier que pendant très très longtemps, le plus grand championnat d'Europe, c'était le calcio. Et c'est vrai que la dynamique française de victoire, elle est venue aussi avec l'exil des joueurs français en Italie. Parce qu'avant, la réussite pour un footballeur, c'était de partir en Italie. On ne va pas citer, mais Michel Platini... et tout ce qui a suivi derrière, à l'époque, on allait en Italie pour progresser et pour passer un cap. Alors, tu es supporter d'Italie, tu la vois dans le dernier carré ou pas? Oui, mais objectivement, une fois de plus, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. C'est difficile de dire aujourd'hui, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. On va rappeler quand même dans le groupe de l'Italie. Moi, j'adorerais voir une finale France-Italie, j'en ai déjà vécu une. Et moi je me rappelle, j'en ai vécu une, c'était en 2020 avec le but en or. Est-ce que vous l'entendez bien? Non, mais on a Coupe du Monde et Coupe d'Europe. Voilà, en 2020 et 2006, 2000, excuse-moi, pas 2020, 2000. On gagne et 2006 plus resté sur la 2006. Mais... On perd grâce à notre ami Materazzi, un petit copain qu'on a. Vous perdez grâce à votre français Zinedine Zidane. C'est Materazzi. Grâce à votre grand joueur. Alors, restez avec nous parce que, comme on le disait avant l'émission, on va quand même parler rugby. Hein, parce qu'on a notre spécialiste rugby qui est en train de prendre un coup de chaud là. Parce qu'on prend un coup de chaud là quand même. on est d'or. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Pologne-Pays-Bas, 2-1 pour le Pologne. Et pareil, j'avais mis le bon score moi sur le. Ouais, mais ça, c'était un match qui était intéressant en termes de tactique. Parce que la Pologne était privée. On rappelle que c'est notre groupe. Hein. C'est ça, bien sûr. Le groupe de la France qui est assez homogène avec l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas. La Pologne qui était privée de leur joueur phare, Robert Lewandowski, qui sera de retour normalement pour le prochain match vendredi, mais qui a su ouvrir le score en début de rencontre et qui a su poser beaucoup de problèmes aux joueurs néerlandais. Notamment, on a vu que Xavi Simons, le joueur des Pays-Bas, emblématique, le jeune qui est en train de tout exploser avec le PSV Eindhoven et l'Ajax, ça n'allait pas du tout aujourd'hui. Et ce qui a vraiment permis aux Pays-Bas de revenir, c'est ce but de Cody Gakpo, qui a vraiment relancé complètement les Pays-Bas. Et après, on a eu leur joueur incroyable qui est, vous savez, à la Coupe du Monde, c'est Weghorst. Vous savez, celui qui a égalisé contre l'Argentine à la Coupe du Monde, voilà, qui était à Manchester, qui a été prêté. Un joueur qui ne paye pas de mine en vrai, mais qui est un vrai neuf, qui a cette capacité, à, vous savez, en un contrôle de marquer, et qui vient encore une fois sauver son équipe et marquer en fin de match. Et c'est vrai que les Pays-Bas, ils ont été en deçà de ce qu'on attendait, mais quand même, il faut faire vraiment attention à eux, et je pense qu'ils vont poser beaucoup de problèmes à nos tricolores, à mon avis. Ouais, beaucoup de problèmes à notre tricolore. Là, il m'a un peu coupé. Là, il m'a dit qu'on allait avoir des problèmes. J'aime pas entendre ça, moi, en tout cas. Il t'a pris de vitesse. Oui, il m'a pris de vitesse. Premier match nul pour l'instant sur les premiers matchs, la Slovénie-Danemark. Oui, c'est 2 équipes de même niveau, 2 équipes moyennes. Ouais. Je trouve que c'est un peu décevant pour le Danemark. Je pense que le Danemark était favori quand même dans cette rencontre. Oui, mais après on est heureux de revoir Eriksen qui a frôlé la mort. Oui, tout à fait. Donc, alors, vas-y, un petit micro pour. Alors, vous avez compris, on est en direct. En fait, j'ai oublié de dire qu'il venait de nous rejoindre, c'est Pascal. Notre ami Pascal, spécialiste du vélo, qui fait partie de l'équipe, bien sûr. Et là, on a pratiquement la totalité d'équipe. Il nous manque Nathalie. Nathalie, qu'on retrouvera la semaine prochaine, lundi, puisqu'on vous annoncera la semaine prochaine, on sera au voile sur le port de Garavant. Voilà, donc on en revient. Tu voulais dire un petit mot sur le Danemark? Oui, la belle histoire du Danemark, quand même, d'Eriksen. Il faut savoir que son accident, c'était lors du dernier championnat d'Europe. Et puis voilà, c'est quand même tout un symbole qu'il soit présent aujourd'hui avec ce qu'il a vécu et qu'il marque lors de ce premier match. Ça reste une des belles images du sport et je pense que ça restera une belle image tout court du championnat d'Europe, quoi qu'il en soit.
Merci mon cher Maxime. Je voulais juste rajouter Slovénie-Danemark, ils étaient ensemble. Déjà, oui, bonsoir la France, bonsoir tout le monde. Excusez-moi pour le retard. Non, c'est pour Slovénie-Danemark, ils étaient dans la même poule pour les qualifications. Et ils avaient terminé égalité de points, premier et deuxième. Et ils avaient fait match nul justement à l'aller. Et au retour, c'est le Danemark qui s'était imposé contre la Slovénie. Mais c'est deux forces qui ont été relativement égales sur cette période de qualification. Et ça s'est confirmé justement sur ce premier match de poule. Alors juste avant de parler Serbie-Angleterre, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui regarde où on en est au niveau du résultat Belgique-Slovaquie, parce qu'il est en cours. Là, si à la 34e, il y avait les Slovaques qui menaient 1-0. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraie surprise à vrai dire, hein, vu que les Diables Rouges, on les attendait dans la peau d'un favori, avec une équipe qui est toujours aussi redoutable. Et c'est vraiment une surprise monumentale que... D'être mené, bon, enfin après... Oui, mais non, mais dans tous les cas, leur début de match n'était pas convaincant du tout. Ah oui, non, clairement, oui. Et c'est un petit choc quand même. Après, je trouve la Belgique... C'est confirmé par Maxime, toujours 1-0 pour la Slovaquie. Ça commence à être un petit peu vieillissant, la Belgique. Hein. C'est une fin de cycle. Hein. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Mika. Je suis pas trop d'accord avec le statut de favori de la Belgique. Moi, personnellement, je les vois pas aller loin, enfin, ni même... gagner sur cette compétition, c'est une équipe qui est quand même vieillissante. Pour moi, c'est une équipe en fin de cycle. Voilà, qui a plus ces cadres sur lesquels elle pouvait compter, voilà, notamment sur la Coupe du Monde 2018. Oui, où là, c'est vieillissant, ils étaient partis des favoris. Moi, la Belgique, alors outsider, oui, favori. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Après, ils sont un peu en fin de cycle hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent au bout là. Fin de cycle, t'as pas à la vraiment 64e minute, ils sont toujours menés 1-0. Hein. 64e minute. Hein. Bah, t'as quelques... la vraie première c'est une information qui nous tombe de notre chroniqueur express qui est en relation directe avec le parce que stade. dans nos pronostics, on a tous mis la Belgique gagnante, sauf Nathalie qui avait mis la Roumanie, si je me trompe pas. Ah non, je suis pas à la bonne ligne, pardon. On a tous mis la Belgique gagnante. La Belgique, c'est un petit peu l'opposé de l'Italie. Hein. L'Italie, quoi qu'il en soit, elle est toujours présente. Et la Belgique, quoi qu'il en soit, elle est toujours absente. Hein. Et puis la Belgique, on va pas... Enfin bon, il y a beaucoup de joueurs belges qui jouent en Italie quand même. C'est vrai. En tout cas, la Belgique, on a quand même toujours... Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont meilleurs que les Français pour l'instant. Non, moi, je crois quand même que c'est un petit peu du gâchis parce qu'ils ont eu une génération avec Hazard et compagnie qui était exceptionnelle. Ils ont quand même été numéro 1 mondial à une époque, hein, sans avoir gagné quoi que ce soit. Ils font une demi-finale, je crois. Ils ont même été 3e de la Coupe du Monde 2018, donc médaillé oui, mais c'est tout à fait honorable, hein, mais je crois qu'ils ont un petit peu loupé le bateau là. Donc forcément, maintenant, ils sont un peu en reconstruction. Alors, il y a un gros vivier de joueurs qui arrivent. Mais peut-être que, bon, après, tu perds un match. Enfin, ils l'ont pas encore perdu jusqu'à preuve du contraire, c'est encore une demi-heure, mais tout est possible. Quitte à perdre un match, vaut mieux être mené tout de suite pour essayer de se remettre dans le coup. Et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on parlera tout à l'heure de nos concours de pronostics. Là, en tout cas, sur ce résultat, pour l'instant, on a tout faux. Tous. Les 1, 2, on y est combien à être inscrits sur notre concours? 7 animateurs. Moi, personnellement, je fais un début de campagne de pronostics. Oui, mais là, comme on l'a dit, on a l'euro est long et vous avez le temps de revenir. Vous avez raté quelques matchs. Moi, j'ai loupé les 2 premières journées, donc je prends le train en marche. Pas grave. Et petit retour donc sur Roumanie qui a battu 3-0 l'Ukraine et tout le monde avait mis. Ça, c'est énorme. Surprise. Parce que là, moi, franchement, je voyais quand même bien l'Ukraine parce que ça joue très bien en Ukraine. Et les Roumains, bon, je les connaissais pas trop, mais finalement, faut pas oublier qu'à une époque, c'était quand même une équipe qui était très technique. C'est vrai que sur le papier, c'est vraiment l'Ukraine qui partait favori. Après, l'Ukraine a fait un très bon début de match. Ils ont dominé. Ils ont malheureusement encaissé un but sur quasiment une erreur du gardien ukrainien qui relance sur un joueur roumain. Qui fait une passe et d'ailleurs le premier but je dirais même que les 2 premiers buts sont pour le gardien ukrainien, clairement, parce que la deuxième et après ils n'ont pas réussi à reprendre le cours du match, le fil du match et ils ont sombré quoi. Non mais c'est très très belle victoire des Roumains, franchement impressionnant. Voilà, on a fait le tour déjà de tous les premiers matchs de ces 2 journées et demie, puisque ça a démarré vendredi soir. On va faire un break sur le football et on va profiter qu'on a avant qu'il cuise au soleil notre cher JB qui va nous parler un petit peu du rugby et on reviendra donc puisqu'on a fait le tour déjà de cette première partie football et on va parler équipe de France sur la deuxième partie, on va parler équipe de France puisqu'on sait qu'elle va jouer maintenant dans 1h30 à peu près, 21h on rappelle. Donc en rugby mon cher... Attends, hop, le jingle. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Voilà, le rugby. Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, bon, il y a l'Euro, c'est bien, on est content. Mais excusez-moi, il y a des phases finales de top 14. Mais mon donc je vais même vous dire l'Euro, presque, ça passe derrière. Vous savez quoi? Calme-toi, JB, et je pense que personne ne me contredira ici.
Ouais, je te signale non, quand plus même sérieusement. que juste à côté de moi, il y a un champion de boss qui est prêt à en découdre. Ouais, mais lui, quand c'est tu veux. 110 Hein. kilos, ouais. On voudrait le contredire, mais on n'ose pas. C'est ça qu'il faut dire. Non, plus sérieusement, il y a quand même des phases finales de rugby en ce moment avec des matchs qui font plaisir. Hein. On a eu droit donc à 2 rencontres ce week-end de barrage entre Toulon et La Rochelle et l'UBB et le Racing. Et puis il y a eu un access match qui est aussi un match de barrage entre Grenoble qui a reçu Montpellier. Alors on va commencer par ça avec un match dont l'issue est assez étriquée puisque le Montpellier Hérault Rugby garde sa place en top 14 pour 2 points. Ils sont allés gagner 20-18 tout à fait à Grenoble. Alors c'est dommage pour les Grenoblois qui avaient la majeure partie de l'initiative sur ce match, qui ont essayé de garder l'adversaire montpelliérain dans son camp, qui ont marqué des essais, mais un peu de manque de lucidité sur des points importants du match. Et quand tu gardes ton adversaire jusque dans les 10 dernières minutes à 1 point, eh ben, sur une pénalité, tout peut basculer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est dommage pour les Grenoblois parce qu'ils ont fait une belle partie, mais il a manqué la lucidité, il a manqué le petit truc en plus pour réussir à passer le pas entre la Pro D2 et le top 14. Question, c'est sur un match sec ou aller... Ah non, c'est un match sec. Okay. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu la finale contre Vannes, qui est déjà promu, et donc le perdant joue le match de barrage chez lui contre l'avant-dernier du top 14. C'est quand même un petit peu la partie incroyable de ces montées quand même, quoi. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de matchs pour arriver en finale de chez eux. Ils perdent le barrage et c'est l'équipe qui perd le barrage qui doit encore se remotiver derrière pour aller jouer un accès. C'est ça. Chez nous, c'est jamais fini. Et c'est pour ça que des équipes parfois qui ont passé des saisons pas très bien classées se sont sublimées sur une fin de saison et ont pu être champions. Donc voilà, le MHR garde sa place en top 14 et on espère que les Grenoblois pourront retenter le coup l'année prochaine. Mais sinon, il y avait les barrages entre Toulon et La Rochelle, l'UBB et le Racing. Alors 2 matchs complètement différents. Personnellement, je me suis beaucoup plus régalé sur le Toulon-La Rochelle que sur UBB Racing hier, qui était un peu plus à sens unique. Mais samedi soir, voilà, le rugby club toulonnais attendait depuis 6 ans de revenir en phase finale. Donc le peuple toulonnais était chaud bouillant, Mayol était plein comme un œuf. Et le club de La Rochelle s'est pointé avec des ambitions, des velléités. Et franchement, ils ont fait mentir personne. Parce qu'ils gagnent sur une défense. Ils gagnent sur un gros paquet d'avant qui a été insupportable dans les rucks. Ils gagnent le match par terre. On a un Will Skelton, 2m03, 140 kg, qui a pourri tous les ballons. Jégoul, 3e ligne, pareil. Et puis derrière, il y a du beau monde, il y a Astoy et d'autres qui ont marqué 4 essais opportunistes. Donc les Toulonnais sont déçus. Les Toulonnais sont déçus parce qu'ils y croyaient. Mais bon, quand on n'arrive pas à marquer, quand on n'arrive pas à passer le rideau, on ne peut pas aller plus loin. Et malheureusement, donc, Toulon devra y revenir. Mais une grosse prestation des Rochelais. Tu connaissais la statistique sur ces matchs? Sur les 12 derniers matchs? C'est-à-dire, quelle statistique? Toulon-La Rochelle? Non. Parce que bon, il y a une grande émission de sport que j'écoute régulièrement et la statistique, c'était que sur les 12 derniers matchs, c'était à tour de rôle Toulon ou La Rochelle qui avait gagné depuis les 12 derniers matchs. Et c'était à La Rochelle de gagner cette fois-ci. Eh bien, les dieux du rugby ont pérennisé l'opération. La prochaine fois, c'est Toulon qui devrait gagner. La grande émission de sport que tu regardes régulièrement, c'est 100% sport, rassure-moi. Sans plus matériel, on part de suite. Hein. Sans aucun doute. Et deuxième barrage, donc l'UBB Racing. Et pas photo sur ce match. Le Racing est venu aussi parce que bon, c'est un grand club français pour passer le tour. Mais quand on n'arrive pas à passer la ligne, notamment avec les 3/4, quand on n'arrive pas à tenir le ballon, quand on n'arrive pas à faire du jeu, quand on n'arrive pas à aligner 2-3 temps de jeu de suite, on ne peut pas gagner. Et face à l'UBB qui a un gros paquet aussi, et qui a surtout une ligne arrière magnifique, pas possible de gagner. Donc l'UBB s'impose 31-17 et recevra, parce que les demi-finales se joueront le week-end prochain à Bordeaux.
Et donc, ils recevront à Bordeaux, au Matmut Stadium, le Stade Français, qui faisait partie des 2 premiers du classement et donc qui était qualifié directement en demi-finale. Et puis, autre partie, et quelle partie ? Un stade toulousain, un stade Rochelais. C'est la réplique de la finale de l'année dernière, non, si je ne me C'est ça. Hein, c'est ça. Et donc en demi-finale cette fois-ci. Essayer de refaire la même. Écoutez, on verra. On verra si O'Gara et Hugo Mola réussiront à se parler parce que c'est un peu tendu entre les deux en ce moment. D'ailleurs, O'Gara a déjà dégainé aujourd'hui pour lancer les hostilités d'un point de vue médiatique. Mais donc 2 belles demi-finales. Une le vendredi, Toulouse-La Rochelle. Et une le samedi, Stade Français UBB. C'est là que tu t'aperçois qu'il n'y a pas qu'en boxe qu'on fait des annonces avant les matchs. Hein. Même en rugby, ça se fait aussi. Hein. Exactement. On va faire un petit coucou à tous ceux qui sont en train de nous suivre, à Florence Mamone, voilà, à tous ceux qui sont en train de suivre l'émission. Sachez que vous pouvez venir nous rejoindre, on est sur la place du Palais Ausonia, chez Puro Piacere, et quand on l'a annoncé tout à l'heure, hein, bien sûr c'est Maxime Brandimart qui nous reçoit ce soir et on le remercie. Sachez que vous pouvez venir goûter gratuitement des glaces, c'était la petite surprise qu'il avait annoncée. Si vous voulez faire un tour, ben, vous aurez droit à votre glace à dégustation. Voilà mon cher. C'est tout pour le rugby, mon cher Jean-Baptiste. Écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, parce qu'avec l'Euro, franchement. On a décidé qu'on ne parlerait pas de Ben O'Keefe. Alors, on va rappeler que le 28. Non, il y a de bons arbitres en France. Est-ce que tu peux nous. Le 28 juin. Le 28 juin, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui va se passer le 28 juin? Alors, le 28 juin, déjà, il y a la finale du top 14. Elle se joue à Marseille. Et puis, mais pas que, nous au stade du Val-d'Ano, ce sera la fête du club de 17h à minuit. Et donc, il y aura de 17h à 20h, 21h des animations, un laser game, de la pétanque, de la tombola. On va passer un bon moment en fin de journée tous ensemble. 21h le match, on mange. Et puis à 23h, si on a envie de guincher, on fait la 3e mi-temps. Voilà, ça va se passer donc au stade du Val-d'Ano à Menton, pour ceux qui connaissent, sur les hauteurs du Cerf de la Madone. C'est ça. Il y a quand même une petite génération d'écart. Corniche et Cerf de la Madone. Guincher, les jeunes de maintenant, ils n'ont pas compris. J'y vais. Pourtant, il y a un morceau très célèbre où on dit en français, on dit geish. Je sais. Allez, on revient au football, les amis. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. Alors on vous rappelle quand même le concept de cette émission, hein, pendant tout l'été, vous savez que là on va enchaîner jusqu'au final de l'Euro, c'est le 14 juillet, donc ça tombe bien, 14 juillet, en espérant qu'il y ait la France, comme ça au moins la Marseillaise on pourra la chanter pour plusieurs raisons. Finale donc je dis le 14 juillet, on enchaînera tout de suite derrière avec le Tour de France. Tour de France qui va se dérouler jusqu'au, que je ne dise pas de bêtises. La semaine d'après, hein, jusqu'au 21. Qui va durer 3 semaines, hein, donc ça va nous amener jusqu'à début août, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, on aura les Jeux Olympiques qui vont... C'est fin juillet. C'est fin juillet. Ils vont commencer vers le 20, entre le 20 et le 24. Voilà. Et les Jeux Olympiques, donc j'ai plus les dates sous les yeux. Mais 8 juillet jusqu'à... Jeux Olympiques, c'est 3 semaines. C'est fin juillet jusqu'au 10 août. Ça va commencer quand le Tour de France termine, il y a les Jeux Olympiques qui attaquent. Jusqu'au 11 août. Il y a tout qui s'enchaîne en fait. Ça commence le 24 juillet. Et nous, on reste ici, on ne bouge plus. Alors, j'en profite aussi pour faire les petits clins d'œil à nos stagiaires qui sont avec nous parce qu'on a un jeune stagiaire qui a démarré tout à l'heure, cet après-midi. Il est en stage d'immersion du lycée Pierre-Marie Curie. Ils sont 2 d'ailleurs. Il y en a un qui regarde et il y en a un qui est derrière la caméra et qui gère la caméra ce soir. Comme quoi, c'est le baptême du feu. Il est arrivé, il n'a jamais fait ça. Je lui ai montré, il a pris et il gère. Et puis bien sûr, notre jeune journaliste un petit peu plus âgé qu'eux, c'est avec nous, c'est Clara qui est avec nous aussi ce soir, voilà, que vous n'avez pas sur l'image, mais je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et c'est bien dommage que vous ne l'ayez pas sur l'image parce qu'elle est ravissante. Ah, elle est gentille, ouais. Tu vois, il t'a dit que tu étais ravissante. L'équipe de France, les amis, l'équipe de France qui joue ce soir son premier match contre l'Autriche. On va rappeler que la France est tombée dans le groupe D avec les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne. Des équipes intéressantes, voire très intéressantes sur le papier, mais que les Bleus ont toutes battues. Elles ont toutes été battues par les Bleus depuis 2022 en tout cas. Ouais, mais ça veut rien dire, cher ami, parce que c'est une compétition le football n'est pas une science officielle exacte. Et malgré le pronostic de 3-0 que j'ai fait pour ce soir, personnellement, selon une expression que vous avez prise tout à l'heure, je commence déjà à serrer les fesses. Alors, on va rappeler les pronostics que nous avons fait, nous, en tout cas, toute l'équipe des animateurs. Moi, j'ai pronostiqué donc 2-1 pour la France. Thierry, 3-0 pour la France. Pascal, tu me l'as envoyé, mais je ne l'ai pas noté. On va rappeler ton pronostic pour la France. J'ai pronostiqué 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Mika, 3-1 pour la France. Nathan, 2-0 pour la France. Nathalie, 3-1 pour la France, j'ai mis dans le mauvais ordre. Et JB, 2-0 pour la France. Et Maxime, il en pense quoi, lui ?
Maxime. Ouais, moi je serais bien pour un 2-1 pour la France. Pour la France, même pronostic que moi, Maxime. Donc là, on est obligé de gagner alors avec des pronostics en or comme ça, on est obligé de gagner. Petit retour sur l'équipe de France. Vous allez me donner votre avis sur cette sélection qui a été donc les 24 ou 25, si j'ai pas de bêtises, 25. La liste des 25. sélectionnés. Les gardiens de but, on va rappeler les noms. Brice Samba, Mike Maignan, Alphonse Areola, avec dans l'ordre Mike Maignan titulaire, bien sûr. Oui. Doublure Brice Samba. Les défenseurs, Benjamin Pavard. Alors, vous me direz après, on va revenir si vous auriez mis dans l'équipe de France ou pas. On va un peu donner vous allez me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez si vous... Alors, Benjamin Pavard, est-ce que vous l'auriez mis? Évidemment, en saison monstrueuse avec l'Inter de Milan qui était champion. Donc, il a répondu pour nous. Effectivement, après le Bayern de Munich, il est à l'Inter. Et cette année, l'Inter a écrasé tout le monde en Italie. Donc je pense qu'il mérite. D'ailleurs, je me permets, Benjamin Pavard, grosse saison à l'Inter en jouant défenseur central, son poste. Oui, parce que c'est ce que C'est j'ai plutôt un latéral. Hors micro, il est quand même. C'est plutôt un latéral. En équipe de France, comme il joue défenseur latéral, central mais son vrai poste, c'est que comme défenseur arrière central. latéral. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est que pour l'instant, Didier Deschamps, il a plein de défenseurs centraux, mais Ouais. il n'en met aucun qui c'est leur poste de prédilection. Alors, si je peux me permettre, moi, il y a quand même quelque chose qui m'agace au plus haut point, c'est que ça fait pratiquement maintenant 6 ans, on n'arrive toujours pas à trouver on n'a jamais la même équipe derrière, en tout cas. Alors, je veux bien qu'il y ait des blessures, des trucs comme ça, mais Oui, mais on n'a pas Attention, d'automatisme. ce C'est soir- ça qui me fait peur. ce soir, on aura un défenseur central d'expérience. Parce que c'est William Saliba qui sera C'est titulaire très bien, il a fait une énorme saison, bien sûr. et qui avait des débuts compliqués en bleu, justement, vous vous rappelez, contre l'Allemagne. C'était le match, le premier 100% passe sur au la travers. saison. Oui. Il était passé au travers complet avec Todibo, justement, aussi. Et là, William Saliba, on va accélérer. qui a fait une superbe Sinon, on va saison pas arriver. et Fernand qui sera Mendy. titulaire avec Rabiot ce soir. Oui. Je regarde. Oui, vas-y. Ferland, merde, pardon. Ferland. J'ai jamais entendu. Je crois que C'est pas Fernand. Il y a Fernand Reynaud, il y a Fernand Mendy. Bon, lui, c'est bien, mais je pense qu'il va rester pratiquement sur le banc toute la compète, non? Non, il est pas titulaire ou pas Ah il est pas. Ferland Mendy. Ah, Ferland Mendy, oui. Bah, Dayo, pas Mécano, bon ben voilà. Bah, lui, je défense pense qu'il sera centrale. là. Ouais. Jules Condé. Moi, j'ai toujours trouvé tendre, moi. Je sais pas, Moi, ça passe pas. Il joue pas à son poste non plus. c'est Moi, je l'aurais même pas mis. Pavard en Alors, équipe pour de tout te France. dire, hein, franchement, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais non, tu peux pas dire ça. Tu Tu non. peux dire ça. Ah ben, Essaye de jouer. Fais jouer Ousmane Dembélé arrière droit, tu vas voir comment non, ça mais va sans se faire passer. jouer Ousmane Dembélé. Non, mais Moi, si- Jules Koundé, Allez. je l'ai jamais trouvé probant. Je veux dire, On a c'est un chacun type. un mot à dire, c'est À chaque fois qu'il a le ballon, il le remet derrière. Regarde bien. Hein. Non, Je mais prends les paris. Allez, là, comment William direct. Saliba. Moi, On est je pas pense que d'accord. c'est Ça, c'est une très bonne sélection. très bonne sélection. moi Très grosse aussi. saison en plus. Bon, c'est l'ex-Marseillais, donc c'est sûr que je suis un peu chauvin, n'est-ce pas? Non, non, mais c'est une réalité. Hein. Ça y est À quel Ouais, moment il a fait une saison à Marseille. Ah oui, Oui, il une était saison. prêt Après, une saison à après. Marseille. Bon, C'est mais d'ailleurs ce qu'il a mérité. remis en selle pour que. Jonathan Klaus aussi, pour moi. Logique, logique. Maxime, Moi, personnellement, j'aurais plus Maxime mis Mignon. Klaus que Koundé. tu suis Non, pas non, trop. moi je suis pas. Bon, ok. Je suis pas Tu es pas contre équipe de l'OM, France, mais toi. pour moi, Jonathan Klaus, c'est pas le niveau. Théo Hernandez. C'est pas le niveau de l'équipe de France. Et surtout, aujourd'hui. il a aucune grosse expérience dans les énormes matchs, alors que Koundé, c'est le cas. Et Koundé, il a notamment été très bon avec le Barça dans les matchs cruciaux en Ligue des Champions. Donc non, pour moi, Koundé est au-dessus de Klaus. Est-ce qu'il était latéral au Barça? Mais bien sûr, il est latéral Ah droit. bon, il est latéral au Oui. Barça? Théo Hernandez, indiscutable. Oui, Oui. oui. Et on va passer. Ibrahim Konaté. Voilà. Logique aussi. hein. Voilà, S'il les est pas défenseurs. blessé. Oui, Ibrahim Konaté, je pense, aurait été titulaire, malheureusement, s'il n'est pas blessé une grosse partie de la saison. Hein. Clairement. Alors, les défenses milieu de terrain, pardon, on a Edouard Camavinga, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Waris Emery, Youssouf Fofana. Voilà, N'Golo Kanté, J'ai c'est la belle surprise j'ai quand même. résumé, voilà. N'Golo Kanté, Moi, belle je trouve surprise. qu'il y a même Là, il a pas. le choix, je pense. Hein. C'est même surprenant parce qu'aujourd'hui on parle de Saliba qui va être titulaire, on parle du choix Rabiot parce qu'il était blessé. Et en fait personne parle de Kanté alors que ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu. Il s'est réimposé en équipe de France et c'est normal pour tout le monde. Moi je trouve que c'est... En tout cas, on a vu les 2 matchs amicaux qu'ils viennent faire. Ah on bah, a l'impression ouais, et qu'il est puis en joué plus, comme on avant. dirait quoi. qu'il est jamais parti. C'est le code de popularité et de sympathie que, en fait, j'ai presque envie de dire, on lui pardonnerait tout, mais Ben, c'est surtout qu'il la ramène c'est ça. jamais, donc, C'est- il y a une certaine hype. Comme dit Maxime, c'est un bon engouement à ce soldat. qu'il revienne. Et c'est un type qui a 14 poumons, quoi. Il est partout. Ah ouais. Donc on a quand même besoin. Il colmate toutes les brèches. Là, moi, c'est un grand oui avec lui. Hein. Maxime, Je micro. disais, en vrai, il n'y a personne qui a pris sa place pendant son absence. Personne qui a été capable de fournir le volume de travail qu'il est capable de fournir sur un terrain et d'emmener cette première ligne après la défense. Et voilà, c'est le meilleur à ce poste. Hein. Juste pour l'anecdote, les joueurs de l'équipe de France, au bout de 1 jour de rassemblement, ils ont dit en fait à l'entraînement, on veut tous être avec Kanté parce qu'être contre lui, c'est un calvaire.
Voilà, tu as tout résumé. Et les attaquants, bon, la surprise, bien sûr, on est tous heureux de voir toujours présent Olivier Giroud. Bien sûr. Indétrônable. C'est sa dernière grande compétition. C'est sa dernière, en plus, ce sont Oui, c'est la dernière. bien sûr. Hein, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kingsley Coman et Bradley Barcola. Parfait. Moi, Randal Kolo Muani, je suis pas fan. Non, tu te trompes. Comme il a plus de pression, en équipe nationale, il est très bon et c'est un super rapport quand il rentre en cours de match. Je suis d'accord avec toi, mais je rejoins quand même Jean-Luc. Si on prend la saison, oui, bien sûr. c'est peut-être celui qui mérite le moins. Mais est-ce que tu prends la saison en club ou à l'international? Parce qu'en sélection, il a toujours répondu présent. Oui, mais tu prends sa saison en club, c'est vrai que c'est pas. Mais je pense qu'il y a... Je me mets à la place d'Alexandre Lacazette, par exemple. Oui, il est au JO, c'est mieux. Il va être la tête de pro des JO. Je suis pas certain pour lui que c'est mieux d'être au JO que d'être à l'Euro, mais. Je pense que le JO, c'est le lot de consolation. C'est un débat ouvert. Oui, c'est le lot de consolation pour Lacazette, clairement. Il aurait mérité avec la saison qu'il a. Oui, mais sauf qu'il n'aurait pas joué avec l'équipe de France, alors que là, il va être la tête d'affiche des JO pour la France, vu que c'est le seul qui peut. Donc je pense que vous allez voir, mais au final, ça va être gagnant pour lui, parce que vraiment, c'est le mec qui va nous porter au JO. Ça va être gagnant si on est performant au JO. Ça va être le cas. Parce que moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, le foot au JO, je m'en fous un peu, quoi. Ça m'a jamais trop là, marqué. tu vas voir que sur cette édition, vu que c'est à la maison, en plus il y a des matchs à Nice. Je suis sûr que même sur les médailles d'or au JO au foot, on s'en rappelle plus une semaine après, on s'en rappelle même plus. Si, c'est les JO chez nous quand même. C'est vrai que les JO, c'est un des seuls sports, rares sports qui a peu d'engouement en fait au niveau des JO. Contrairement à d'autres disciplines où le grand événement, leur Coupe du Monde à eux, c'est les JO. En France, c'est vrai que. Enfin, en France, pardon. Au JO, c'est vrai que le foot, c'est un peu une discipline qui est un petit peu. Surtout que je me rappelle les dernières JO où, quand même, je crois que la tête d'affiche était Gignac. Bah oui. Et on a floppé fortement aussi. Parce qu'il y avait Savanier aussi, mais ils étaient hors de forme après une saison super longue et puis ils n'étaient pas préparés pour. Alors que là, Lacazette, il aura le temps d'être prêt. Et puis il y a un groupe des espoirs qui est vraiment. Il est de plus en plus fort. Oui, je te rejoins sur ça, oui. Donc voilà. Allez, on a fait le tour des joueurs d'équipe de France. J'aurais voulu qu'on aborde, il nous reste 15 minutes d'émission avant de parler de ce match de ce soir, qu'on aborde le cas Mbappé. On va avoir un petit avis sur Mbappé, puis qui a annoncé quand même qu'il était bien dans sa tête, mais pas encore bien dans ses jambes. Donc, comme tout le monde dit, comme tous les autres confrères sur d'autres radios ont dit, on aurait préféré que ce soit l'inverse. Je suis pas d'accord. Réponse ce soir? Je préfère qu'il soit bien dans sa tête et un peu moins bien dans son corps que bien dans son corps et moins bien dans sa tête, parce qu'on l'a vu à Paris cette année. Et dans sa tête, il était pas en forme et il n'a pas été en forme sur le terrain. Ce soir 43 buts pour une saison pas en forme sur le terrain, quand même. Oui. Pas mal. C'est surtout les derniers matchs en équipe de France qui ont été quand même un petit peu palos. Mais après, honnêtement, j'espère que je me tromperai pas, mais c'est l'Euro pour qu'il brille. Parce que on a vu Bellingham quand même qui a fait un match magnifique hier, hormis le but qu'il met. Je veux dire, mais sur l'ensemble de sa prestation, le gars qui sort déjà quand même auréolé d'une victoire en Ligue des Champions. Si Mbappé veut faire quand même quelque chose au Ballon d'Or, puisqu'on sait que c'est un petit peu la consécration ultime, puisqu'il est déjà champion du monde, je pense que dès le premier match, là, il faudrait qu'il marque les esprits et ça nous ferait du bien quand même. Voilà, après, il est capable de tout. J'ai cru comprendre qu'il le mettait avant-centre d'échange, chose que je ne comprends pas. C'est Thuram a joué avant-centre toute la saison et lui, il est sur les côtés et là, il inverse les deux trucs. Donc je comprends pas trop. Mais bon. Je pense que c'est une stratégie cachée parce que je pense que très rapidement, Mbappé se retrouvera à gauche. Et après, il peut faire muter, absolument. Je rejoins ce que tu dis, Mika. Après, voilà, tu as aussi 3 attaquants qui sont très mobiles. Contrairement à quand tu joues avec un système, par exemple, avec Giroud, qui sert de pivot, tu sais qui va jouer en pointe. Là, tu as un profil différent et ça va surtout jouer sur la mobilité. Après, pour remettre un peu dans le contexte, Mbappé, deuxième partie de saison, ça a été compliqué à Paris quand il a annoncé qu'il allait partir au Real Madrid, on le savait, mais qu'il avait annoncé qu'il allait partir. En championnat, il jouait quasiment un match sur 2, donc on peut dire qu'il était un petit peu hors de forme. Et on l'a vu en Ligue des Champions, les matchs de Ligue des Champions, les derniers avec Mbappé, ça n'a pas été flamboyant, mais bon, ça peut s'expliquer. C'est ce qui me ferait un petit peu peur, parce que quand même, c'est des matchs, même s'il était partant de Paris, on l'attendait quand même sur ces gros matchs. Et en fait, les deux fois contre Dortmund, on ne l'a pas vu. Donc moi, ça me fait un peu de la peine quand même. Les 2 matchs amicaux qu'on a fait juste avant avec l'Allemagne où on a perdu, et je crois qu'on a gagné 3-0 contre le Cameroun, je ne sais plus qui là. Et les 2 derniers qu'on a fait, on ne peut pas dire qu'il était spécialement flamboyant non plus, le contre le Canada. Donc là, j'attends qu'il se réveille ce soir, parce que à mon avis, il faut qu'il marque les esprits. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, il y a l'Espagne qui l'attend au virage, quoi. Je trouve que Thierry a résumé ce qu'il a dit au départ, Jean-Luc, quand il parle de bien dans sa tête et bien dans son corps. Je pense que Mbappé n'était pas bien dans sa tête toute l'année, jusqu'à ce qu'il annonce il y a 2 semaines qu'il va aller à Madrid. Bien sûr. Je pense qu'on va retrouver Kylian. J'espère. Puis après, la vérité, les matchs de poule, bon, la manière, moi personnellement, je m'en moque un peu. J'attends surtout des résultats et qu'on se qualifie assez facilement. Donc quelque part, tu dis, il a encore 10 jours, 3 matchs pour vraiment se remettre dans le jambes. Oui.
et arriver pour les phases finales. Vu comme les favoris comme l'Allemagne, comme l'Espagne ont déjà marqué un peu les esprits quand même, puisque les scores parlent pour eux, surtout sur des matchs, la Croatie, c'était quand même pas évident de leur mettre 3-0. Je serais assez rassuré si on faisait à peu près la même chose contre l'Autriche. Oui, je rejoins Pascal. Après, je pense que le plus important, ça reste de gagner, parce que l'Angleterre n'a pas été impressionnant. L'Italie n'a pas été impressionnant. Il y a l'Allemagne et l'Espagne. Mais... Je vous rassure, je signe tout de suite avec 3-0 et 2 buts de Koundé. J'ai été un petit peu faire le tour cet après-midi des bookmakers et de tous sur les sites internet. La France est donnée ultra favorite partout. Hein. C'est bien le problème. Elle est donnée favorite partout, tout le monde, même les intelligences artificielles voient la France en finale. Pour te dire. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelqu'un. On aura la réponse ce soir. On aura la réponse exactement dans 2h30. On parlait avec les footeux et sans les footeux. Je trouve qu'aussi on a tendance un peu à dévaluer l'Autriche. Et l'Autriche est une équipe très intéressante. Oui, faut se méfier. Mais bon, vraiment après, très intéressante. Ils n'ont pas perdu un match sur les 10 derniers quand même. Donc, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que sur le papier, on est quand même les favoris pour ces euros. Je parle sur le papier. Après, les favoris au-dessus de tout le monde. Oui, pour moi, oui. Moi, pour moi, non. Par contre, pour moi, oui. Oui. Mais attention, l'Autriche, il y a quand même des cadres, David Alaba, Konrad Leimer. Alaba, il n'est pas là. Hein. Avec, Konrad Leimer, une équipe solide. Arnautovic aussi. Et puis c'est une équipe surtout qui a une capacité à faire le dos rond, donc il va pouvoir subir sans prendre de but. Et attention à pas tomber dans le piège, quoi. À ce que vous savez qu'on attaque, qu'on mette vraiment le bus devant leur cage, mais qu'on n'arrive pas du tout à trouver la marque. Et qu'en contre, on se fasse prendre, parce que quand même la défense française, des fois... Elle peut être très passive. C'est surtout que la défense a tendance de monter très haut, toujours jouer très haut. Et sur les contres, on se fait souvent piéger. Maxime, tu voulais... Non, juste une petite information. 86e minute, égalisation de la Belgique par l'inarrêtable Lukaku. Donc un partout, il reste quelques minutes à jouer. D'accord, on verra chez nous qui a bien parti. Mais juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire Nathan, c'est vrai qu'on est une équipe... On n'aime pas jouer contre ce profil d'équipe qui défend, qui nous laisse la possession à outrance. On préfère justement un peu plus le rapport de force, du 50-50, ou presque c'est nous qu'on doit défendre, on procède en contre. Mais comme dit Mika, l'Autriche a un jeu vachement vertical. Hein. Donc c'est peut-être justement dans les qualités autrichiennes que nous, on peut arriver à sortir notre épingle, parce qu'on a quand même 3 attaquants qui vont assez vite. Hein, donc je pense qu'en contre, on peut être redoutable. Et les Autrichiens, tu verras qu'ils ne vont pas forcément nous laisser le ballon. Je l'espère, parce que très honnêtement, je ne connais pas trop le système de l'Autriche actuellement, je ne vais pas mentir. Mais j'espère qu'ils vont adopter ce style de jeu-là et que ça nous conviendrait mieux. Les amis, dans les auditeurs qui nous regardent, j'ai cru à un moment donné que c'était Pelé, mais c'est pas possible parce que de nom, c'est Donacimento, donc c'est un nom qui vous parle. Hein. Oui, c'est Carlos Donacimento, voilà, qui nous regarde. Marquez-moi en commentaire votre pronostic. Pascal Marino et à Cédric Montero qui nous regarde encore. On vous rappelle qu'on est en direct de chez Puro Piacere et que vous aurez pu venir nous rejoindre, qu'on est encore là un petit moment. Puisque, donc est-ce que ça veut dire que toutes les glaces que les gens auraient pu goûter et qu'ils n'ont pas goûté parce qu'ils ne sont pas venus, on va donc les manger nous alors la troisième mi-temps. C'est ça le deal. Voilà, Maxime est prêt à tout en tout cas. C'était pas la semaine pour commencer le régime. Allez, on va rappeler en tout cas ce soir dans exactement un peu plus d'une heure, 1h10, l'équipe de France va rentrer son premier match. Bon, on est tous derrière. Hein. Alors ce soir on était censés tous être en bleu. C'était le code, en bleu, blanc, rouge. Et voilà, donc... Je suis désolé, j'ai eu un petit imprévu avant de venir. Pour lundi prochain, vous serez impardonnable, ok ? Je me suis laissé dire que tu avais un caleçon bleu, blanc, rouge. Alors, j'ai surtout un coq tatoué avec 2 étoiles sur le bras. On va voir 2 étoiles, voilà, au cas où, c'est bien. Ça compense. Là, on ne peut pas lutter. Là. Ça compense. On rappelle donc nos pronostics ici chez nous. Donc, mon pronostic, c'est 2-1 pour la France. Pronostic de Thierry, 3-0. Pronostic de Pascal, c'était 3-0 aussi. Pronostic 2-0, pardon. Pronostic de Mika, 3-1 pour la France. Nathan, 2-0 pour la France. Nathalie, 3-1 pour la France. Et JB, 2-0 pour la France. Et on voit tous la France gagner. Maxime a dit 2-0. Pronostic 3-1 pour la France. 2-1. Et je vous demande qui vous voyez comme buteur surtout. Koundé. Juste pour me faire mentir. En buteur ce soir, moi je vois un milieu de terrain. Reprise de volée, excentrée au 18 mètres. Ah, si Kanté marque, le pays explose. Voilà. C'est magnifique. Je vois bien Griezmann marquer, moi. Ouais, moi aussi, je dirais Griezmann et Giroud. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas marqué, Griezmann, en plus en équipe de France. Donc ça serait bien qu'il débloque, là. Je trouve qu'on n'en parle pas encore une fois. Et moi, je prends les paris. Giroud ne commence pas la compétition, encore une fois. Hein. Et je pense qu'au 3e match, il va marquer. Il sera titulaire. Et il sera Attendez, titulaire jusqu'au bout de la compétition. Thuram est titulaire. Oui, tout à fait, oui. Giroud.
Oui, je pense. Oui, je pense que le profil de Giroud va nous manquer très vite et il va manquer par exemple à Mbappé ou à Griezmann. Et je pense que très vite, Giroud se retrouvera titulaire. C'est vrai. Marcus Thuram a été annoncé titulaire. Moi, je me suis aussi étonné de l'absence en tant que titulaire de Tchouaméni. Après, c'est mérité pour Thuram. Après, il fait une super saison aussi à l'Inter. Hein. Bien sûr. Mais je pense que au final, Olivier sera de retour. Les amis, on est presque arrivés au bout de l'émission. Donc ce soir, on voit tous l'équipe de France gagnante. Donc on est à fond. Bien sûr. Ça serait sûr de. Alors on va rappeler ce que c'est qu'il y a ici, ce trophée. Ce trophée, voilà, c'est le trophée que l'animateur qui aura gagné notre concours de pronostics en fin d'Euro pourra mettre sur son étagère chez lui, voilà, ce qu'il veut et en faire ce qu'il veut. Je n'ai pas d'étagère. Est-ce que je peux me permettre de le toucher parce que c'est la seule fois que je serai aussi proche de lui. Je peux le toucher. Voilà, si vous voulez toucher le trophée là ce soir. Et alors sachez que. Moi, je vais toucher ta tête, ça fait à peu près le même effet. Exactement. Chers auditeurs, c'est volontaire. Sachez, pardon, j'ai du mal à le dire, sachez que à partir des 8e de finale, on va lancer un concours de pronostics pour tous les auditeurs. C'est-à-dire que les derniers matchs, les 8e de finale, les quarts et la finale, on va lancer un concours de pronostics. Donc là, les auditeurs viendront jouer sur un deuxième trophée, voilà, pour nos auditeurs. Donc, ils gagneront quelque chose, les auditeurs ? Ils auront un trophée, ils auront un trophée aussi, qu'on remettra en direct dans notre émission. En tout cas, nous, on remettra celui qui aura gagné de chez nous. Hein, on verra bien. Alors, pour l'instant, je vais rappeler que c'est quand même moi qui est en tête. Oui, c'est toi. À mon avis, c'est magouillé. C'est pas possible que ce soit lui. Attends, je vais regarder. Il a dû trafiquer des trucs. Et encore, là, on va avoir tous à zéro puisqu'on avait tous vu la Belgique gagnante. Donc, à mon avis, on va. Voilà. Allez, donc, allez, les arrêts de jeu je suis alors. en tête, les amis, grâce à 2 bons résultats. Voilà. Allez, on va rappeler aussi, on nous retrouvera le 26 juin, on sera en direct des voiles au port de Garavan. Le 1er juillet, on sera au Parasol, Promenade du Soleil. Alors, le 8 juillet, j'avais noté qu'on serait au ML Lounge, mais on ne sera certainement pas puisqu'il est fermé le lundi. Et on sera certainement de retour chez toi, mon cher Maxime. Non. Ils ont gagné. Qui ça ? But refusé pour la Belgique. Donc toujours 1-0 pour la Slovaquie. Non, on est à 90 plus 4. Un partout. De Lukaku l'égalisation a été refusée ? Dingue. Là, on aurait la vraie première belle surprise de cet Euro en termes de. C'est une belle résultats. surprise. Les amis, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur l'équipe de France ce soir ? Puisque j'avais noté donc ses atouts, ses chances, son atout. Allez, l'OM. Non, pas les l'OM. J'aurais juste à rajouter. Allez les Bleus. Allez les Bleus, mais on est souvent diesel et qu'on va sans doute monter en puissance comme très souvent. Je suis d'accord avec Nathan. Moi, j'aimerais qu'on commence de manière flamboyante. On peut quand même une fois, genre Pirates des Caraïbes, tu sais, talent. Non, mais c'est surtout que vraiment, il faut rejoindre aussi Didier Deschamps, être flamboyant, c'est pas, ça lui importe peu. Hein. Lui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Petite chose que j'ai pas voulu aborder ce soir et qu'on n'abordera pas, c'est la partie politique de l'équipe de France. Non. Voilà, effectivement, on ne l'abordera pas, mais on en discutera entre eux hors antenne. Absolument. Sinon, on peut faire une émission 100% politique sur Radio Fréquence Méditerranée. Ouais, mais c'est plutôt risqué. Et là, on va vraiment se taper dessus. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, je vous ai donné les dates où vous allez nous rejoindre, les prochaines dates. Donc les voiles, les parasols, on sera de retour ici chez Maxime au mois de juillet. On va essayer de faire qu'il y aura un petit peu plus de monde avec nous. Hein. On se mettra différemment, bien sûr, on l'annoncera. Bon, en tout cas, je te remercie. Il paraît qu'il y a déjà 250 réservations pour le 15 juillet. Voilà, écoute, je vais remercier Maxime de nous avoir accueillis ce soir. Merci à vous. Toi qui es un fidèle de l'émission maintenant, qui nous suit et voilà, qui aime bien le concept en tout cas. Oui, j'aime beaucoup le concept et malheureusement, quand je ne peux pas vous suivre, je vous regarde toujours en replay le lendemain pendant que je travaille. Je pense qu'on n'a pas trop à rougir des fois par rapport à l'équipe de RMC. On se débrouille pas trop mal, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est une émission de qualité quand même. Voilà, qu'est-ce que vous en le dire. Il nous manque juste un peu d'audience, mais ça va venir. Ouais, émission exactement. de qualité et radio de qualité. Et voilà, et en tout cas, on est une émission mentonnaise. Merci à tous, on va rendre l'antenne. Il va couper donc le direct, notre cher Jules, il s'appelle, qui est derrière la caméra. Bye bye à tous, merci. Ciao, bonne soirée à tous. Salut. 100% sport sur Fréquence Méditerranée. L'Autriche, ça a raison.